Pour l'instant, les yeux fermés, les pieds nus, je me délecte de la Rhapsody in Blue sur le tourne-disque. Quand je n'écoute pas de musique, le studio est totalement silencieux. Aucun bruit de circulation ne me parvient, sauf les sirènes des camions de pompiers ou des voitures de police, mais même elles sont lointaines et étouffées. C'est un luxe dans cette ville, et une nécessité pour moi dont le sommeil se brise au son le plus léger. Pourtant, le pouls de la ville me manque quelquefois. Le son des mécaniques, la cacophonie perpétuelle qui est une des identités de New York. Le silence m'isole tout à coup. Heureusement, Gershwin, dans mon cocon près du ciel, me fait vivre les rues, les avenues, le trafic. J'entends, dans les sons et les disharmonies savamment orchestrées de sa musique, les klaxons, les soupirs des amortisseurs, les crissements des freins, les accélérations et les silences suspendus, avant-garde des élans téméraires, des courses effrénées. Je perçois même le battement des pas des piétons, leur danse sur les trottoirs entre les voitures. Ça glisse, ça martèle. Les notes sourient, galopent, c'est la cavalcade, puis une marche, martiale, qui devient claquette. Une voiture passe, puis une autre, puis un autobus. Derrière mes paupières, je vois le film. Je me vois, roi de New York bondissant. Vais-je traverser cette large avenue ? Oui. Je saute, je vole, et je marche tel un géant sur les terrasses, les roof-decks. Je franchis les buildings, dominos géants, monolithes bienveillants. Des millions d'yeux me regardent, m'accompagnent, me soutiennent et me guident. Je suis au cœur du monde. Je ne me lasse pas des trépidations de la grande ville. Le tam-tam de mon cœur suit ma course par les ponts, vers l'océan. Le disque s'est arrêté. Je somnole. Je me laisse aller sur les vagues, au sud de mon horizon. Encore plus loin, une mer. Elle est au nord. Les échos saccadés de Gershwin s'estompent lentement et s'invitent gracieusement en volutes orientales des arabesques dorées, noires, andalouses. Je ne sais si c'est du son ou de l'image. Une onde profonde et douce qui rythme mon sang, court sur ma peau. Il fait chaud soudain. Un souffle, puis un autre. Peu à peu, le sable, en vagues caressantes, recouvre le granit de Mannahatta, le gris, le froid. Je m'endors toujours sereinement en terre africaine. Même les parfums me viennent en rêve. Mais une stridence m'arrache à l'étrange voyage, le téléphone sur la table. C'est ça là, je te réveille ? Je me redresse en essuyant la salive qui a coulé sur mon menton. Non, ça va. Bon, je te réveille, désolé. Tu travailles toujours de nuit cette semaine ? Oui, d'ailleurs, je ne vais pas tarder à prendre mon service. Pourquoi ? Demain, Brighton Beach. Ça te dit ? J'ai découvert Riverside Drive un soir d'hiver. Il n'était pas tard, mais toute l'avenue et ses abords étaient enveloppés de nuit et de neige. J'avais déjà beaucoup marché dans Central Park. La neige me ravissait. Je souriais tout seul, en faisant craquer sous mes pas la légère couche de glace. Je parlais aux écureuils, qui grelottaient et s'approchaient de moi à petits sauts. Les rares promeneurs que je croisais me rendaient mon salut. La neige adoucissait le paysage et créait un lien, sinon de fraternité, du moins de connivence. Elle ramenait à l'enfance, aux contes de fées. Même pour moi, qui n'avais pourtant jamais été lecteur d'histoires enchantées et qui avait découvert la neige ici, déjà adulte. Demain, les rues seraient boueuses, sales, on recevrait des morceaux de glace tombés du haut des immeubles, des congères grises bloqueraient les voitures garées,
On glisserait sur du verglas, là où le trottoir s'affaisse vers la chaussée. On pesterait, jurerait, on s'insulterait. Mais, à cette tombée du jour, la neige était un charme blanc qui avait saisi la ville, et je me retrouvais en imagination au cœur même du grand parc de Manhattan, dans des paysages de Grand Nord. Sorti au niveau de la 72e rue, je passais devant le Dakota et continuais vers l'ouest. Les rares piétons marchaient avec précaution, les couples se tenaient par le bras, bien serrés. Quelques voitures, surtout des taxis, passaient avec lenteur dans un chuintement mouillé. La plupart des magasins avaient fermé plus tôt, leurs devantures obscures assombrissaient encore la rue déjà bleue de nuit. Je sentais les muscles de mes mollets se tendre. Je soufflais fort des bouffées de respiration blanche, mais je n'éprouvais que chaleur et euphorie. Peu importait l'heure et la longueur du chemin du retour, je continuais. J'avais toute la nuit devant moi. Je m'imaginais marcher dans la ville, sans fin, jusqu'à ce que la neige fonde, jusqu'au printemps. Je me voyais patauger dans la mousse glacée devenue translucide, recevoir les gouttes d'eau tombées des arbres, des corniches et des toits, et puis, peu à peu, la ville se redessinerait à nouveau, nette, droite, prête pour les beaux jours. Et ce serait, plus tard, la masse caniculaire qui tomberait de tout son poids immobile pour amollir de chaleur gluante les choses et les êtres. Ce jour-là, cheminant dans l'obscurité glacée, je profitais pleinement du pôle froid de ce climat de tous les excès. J'arrivais sur Riverside et, sans m'arrêter, entamais la remontée vers le nord. Je suivais un bon rythme. Je ne stoppais pas à l'intersection des rues. Aucune voiture ne me ralentissait. C'était comme une marche en montagne, soutenue, régulière, le corps lâché, les muscles en mouvement et en harmonie avec le regard. J'éprouvais une sensation d'acuité intense et de repos, une sérénité pleine, habitée de puissance tranquille, le sentiment d'être acteur de l'univers. Humble sujet de cette totalité, j'étais admis, protégé, identifié. Je me sentais invincible. Je tentais de me remémorer la journée pour que son souvenir en demeurât entier dans ma mémoire et pour comprendre le mouvement qui m'avait amené jusqu'à cette sensation. Je savais que ce n'était pas seulement le compas de mes pas. J'avais oublié la matinée. Je me souvenais d'avoir vu les premiers flocons tomber alors que j'allais prendre mon café de fin de service en guise de petit déjeuner. J'étais ensuite rentrée chez moi, je m'étais assoupie dans le silence habituel du studio. Et puis New York m'avait appelée, m'avait happée. Malgré le manque de sommeil, j'avais remonté d'un bon pas Park Avenue et après un sandwich rapide du côté de Grand Central en fin d'après-midi, j'avais rejoint les rives du parc et commencé mon expédition. Entre promenade consciente et errance rêveuse. Sous la lumière pâle des réverbères de Riverside Drive, je levai la tête vers ce virage insolite, la souplesse inattendue du rempart. L'émotion jaillit, me stupéfia. Je pensais à une ligne harmonique, musicale. Je repris mon chemin, plus lentement, je comptais mes pas. J'étais comme en suspension, je craignais de briser le charme. De l'autre côté de la rue, la masse sombre du parc composait un autre territoire. Les lumières citadines éclairaient les pans de neige au milieu des arbres. Dans les allées du jardin, on aurait dit un tableau abstrait, fait de taches noires, blanches, jaunâtres. J'étais du côté minéral, habité, vivant. Il faudra bien que je prenne une rue transversale pour rejoindre les grands axes, me disais-je. Je m'éloignais trop des bus, du métro. Le retour serait plus long, je le savais déjà. Je sentais la lassitude me saisir peu à peu. Je me disais que j'aurais bientôt faim, soif. Mais je restais sur Riverside,
encore. Ce temps suspendu était le mien. J'en avais une conscience si aiguë qu'elle me fit monter les larmes aux yeux. Ou c'était peut-être le froid, la fatigue. Je souriais. J'étais le maître de mon temps, de ma vie, du monde. Il m'est souvent arrivé de reconnaître, au hasard de mes pérégrinations dans la ville, des visages familiers. Dans cette mégapole de 8 millions d'habitants, le fait est assez remarquable pour le souligner. Il ne s'agit pas de riverains du quartier, de visiteurs coutumiers voisins du 10, pour raisons professionnelles par exemple, ou même de rencontres régulières et programmées. Je parle d'inconnus, étrangers à ma mémoire. Il est déjà troublant de voir surgir un visage qui a retenu votre attention quelques jours auparavant, ou même dans un passé plus lointain. Dans le périmètre limité formé par Lexington et Madison, et voyons large, de la 30e à la 40e rue, cela peut sembler finalement logique. Ainsi, dès la deuxième rencontre, vous imaginez tel emploi dans telle banque du quartier pour l'homme brun toujours pressé et débraillé qui surgit du virage de la 33e rue. Cet autre, élégant tailleur, les pieds plantés dans ses baskets en attendant que le feu passe au rouge, ira chausser les escarpins cachés dans le sac qu'elle tient bien serré contre elle, dans les bureaux en étage élevé d'une entreprise près de Grand Central, ou on pourrait la retrouver à la réception d'un hôtel de luxe, sur Madison, ou d'une agence de voyage. Je ne suis jamais allée jusqu'à m'assurer de la véracité de mes songes en suivant mes inconnus jusqu'à leur destination finale. Ont-ils les mêmes divagations à mon sujet ? Leur regard ne se pose pas sur moi, ni sur quiconque. Ils marchent droit devant eux. Leur vision est intérieure, leur attention portée sur la journée à venir, le soir à prévoir, les soucis à la maison, la future promotion, le prochain licenciement, le choix du lieu du déjeuner. J'hésite. J'ai un bonjour au bord des lèvres, un hochement de tête prêt à être lancé, tel un soulagement de la reconnaissance. Mais non, ce serait comme une faute de goût. Nous ne sommes pas dans un petit village où l'indifférence serait considérée comme de l'impolitesse. Ici, la familiarité que j'aimerais impulsivement témoigner passerait pour de l'agression. Quelquefois, j'ai distingué un éclat au coin de l'œil, un reflet, était-ce le mien, dans les prunelles de quelques-uns. Une infime accroche avant que le lien fugace ne s'évanouisse. Pourtant, lorsque je me retrouve sur des portions de la ville vierges de toute habitude, de toute routine, et qu'un visage, une démarche, viennent interpeller ma mémoire, la coïncidence me bouleverse, le choc m'émeut. Persiste alors l'impression d'une connaissance encore plus ancienne, comme si les habitants d'une planète dont je fais partie s'étaient disséminés, anonymes dans la grande ville, liés entre eux par des trajectoires invisibles, seuls connus de leur Dieu. J'imagine quelque part dans l'univers une puissance, omniprésente et lumineuse, tirer les fils de ces millions de parcours, en faire des nœuds, des trajets d'une complication cosmique qui finirait par tisser le gigantesque tissu de la ville. J'admets mes suppositions farfelues, elles m'amusent, me distraient. Si le déjà-vu et ses mystérieuses impressions étaient vraisemblablement l'inspiration de ces rencontres, je préférais rêver à des millions d'ouvrages ainsi composés avec et entre les êtres qui peuplaient la ville. Sa géométrie, les lignes droites et les angles constituaient une trame qui permettait une anarchie de création complexe et ciselée qui, mise bout à bout, superposée, juxtaposée, sculptait l'écheveau magnifique d'une humanité flamboyante. À l'instar de ces filaments lumineux, captés en traces par l'objectif d'un appareil photographique, je pose des couleurs sur ces parcours et je dessine des lignes colorées qui suivent les pas de chacun. Une œuvre d'art hors norme, monstrueuse, se crée progressivement. Le rouge croise le bleu, qui se nuance de rose, que barre un épais trait jaune.
Je n'étais pourtant ni peintre, ni même un dessinateur amateur. J'étais incapable de tracer correctement des formes. Je me voyais davantage sculpteur, avec pour seul matériau l'humain et ses secrets. J'évitais les lieux que je jugeais d'une certaine manière anonymes ou touristiques. J'aimais déambuler aux abords de la bibliothèque, proche du 10. Les rencontres s'y faisaient comme des retrouvailles. Que ce soit dans Bryant Park ou dans l'une des salles de lecture, chacun devait éprouver comme moi le sentiment d'être dans un jardin familier ou à la table coutumière d'une maison familiale, entouré de parents silencieux, complices et protecteurs. Nous n'avions même pas besoin d'échanger un regard. Broadway était aussi un surprenant terrain de jeu. Un jour, j'avais descendu l'avenue du nord au sud, me lançant le pari de reconnaître au moins une douzaine d'inconnus. J'étais parti de Washington Heights, vers la 160e rue, et je m'étais arrêté, après presque 4 heures de marche, au Taureau de Bronze, près de Wall Street. La marche avait été féroce pour mes pieds, mon dos, mes jambes. J'étais fourbu, saoul des milliers de visages croisés sur les trottoirs, étourdi de sons, de mouvements. Je tressaillais de fatigue. Je n'avais pas gagné mon pari dérisoire, mais 5 sujets dans la foule avaient frappé ma rétine d'un toc-toc familier. C'étaient eux, et pas d'autres, ressemblants, que j'avais retrouvés comme des amis perdus. J'avais compris, ce jour-là, pourquoi je ne me sentais jamais seul à New York.